Légère accalmie à Beyrouth, le passage entre l'Est et l'Ouest de la capitale a été réouvert ce matin. Il est placé sous la garde des parachutistes français. François Mitterrand réaffirme que la France a des missions à remplir au Liban et que le relais de la force multinationale par les casques bleus est une nécessité. Semaine sociale sous le signe des manifestations, les mineurs, les fonctionnaires et les métallurgistes seront dans la rue alors que l'industrie automobile s'apprête à annoncer de nouvelles réductions d'emplois. Sarajevo, toujours enfoui sous la neige, les skieurs sont à nouveau restés au vestiaire aujourd'hui et l'on évoque maintenant l'idée d'une prolongation des Jeux Olympiques d'hiver, tandis que la météo ne laisse entrevoir aucune amélioration. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité au ralenti ce dimanche avec quand même deux têtes de chapitre. D'abord l'intervention de François Mitterrand sur TF1 et puis toujours le Liban. Le Liban où les accrochages se sont poursuivis aujourd'hui. Rien de comparable sans doute avec les affrontements de ces derniers jours, mais toujours des combats sporadiques dans les secteurs chauds de la capitale libanaise. Cela dit, on note ce soir une certaine décrispation politique alors que l'Arabie saoudite tente une nouvelle médiation. On serait tenté de dire une nouvelle fois celle de la dernière chance. Signe de cet apaisement, le passage du musée, ce passage qui relie les secteurs est et ouest de Beyrouth, ce passage a été réouvert ce matin sous la protection des soldats français. D'autre part, l'évacuation des civils américains de Beyrouth s'est terminée la nuit dernière. Le point maintenant avec Philippe Gassot. Les Français contrôlent le seul passage à peu près sûr qui relie à présent l'est et l'ouest de la capitale, le passage du musée. Ce sont les marsouins de l'infanterie de marine qui sont chargés d'en assurer l'ouverture le matin à 5 h jusqu'au couvre-feu à 17 h. Mission dangereuse car il se trouve exactement entre les chiites et l'armée libanaise. Et c'est ici que tout recommencera si les affrontements reprennent. Les enfants traumatisés par les bombardements de ces dernières semaines quittent le piège. On apprend tout petit à Beyrouth à mettre ses mains sur ses oreilles en cas de bombardement et aussi d'ouvrir la bouche pour ne pas avoir les tympans crevés par le souffle. La nourriture arrive à l'ouest où la population commençait à manquer de tout, de farine, de légumes et aussi de médicaments. Quelques étrangers hier ont pu passer par le passage du musée grâce à un convoi de camions organisé par le contingent italien. Ils étaient 300 à passer à l'ouest. Tout ce qu'ils ont pu emporter, c'est une valise par personne. Dans le même temps, les Américains évacuaient eux aussi les civils. Plusieurs milliers de personnes ont décidé de partir en laissant tout sur place. Le point de ralliement sera l'île de Chypre, le port de Larnaca. Attendre le départ n'est pas sans danger. Hier, des obus sont tombés sur le front de mer. 5 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. All right. Okay. Okay. All right. Les Italiens pensent d'abord à leurs ressortissants, puis aux autres, s'il reste de la place. Ici, nous sommes côté chrétien. Le convoi italien est passé. Ce sont des barges qui amèneront les passagers jusqu'au navire de guerre ancré au large du port de Jounieh. Sur la ligne verte, la ligne de feu que traverse le passage du musée, des accrochages opposent chrétiens et musulmans. Ici, un homme en uniforme portant béret et kéfier ressemble à s'y méprendre à un soldat de l'armée libanaise qui aurait rallié les combattants chiites. Il ne tient pas à être reconnu. On s'affronte au fusil mitrailleur Bar, fabrication américaine. Les armes des combattants sont de toutes les provenances, même si elles tirent dans la même direction. Bazooka RPG-7, fabrication soviétique. Fusil d'assaut Kalachnikov, fabrication soviétique et tchèque. Fusil d'assaut M16, fabrication américaine. Ne soyez pas étonnés, ceux d'en face ont exactement les mêmes. Décrispation pourtant sur le terrain, je vous le disais, mais la situation politique demeure toujours extrêmement tendue. C'est par exemple le chef des milices chiites, M. Nabi Berri, qui réclame de nouveau aujourd'hui la démission immédiate du président libanais et l'abolition du système politique en vigueur au Liban. Si bien qu'Amin Gemayel apparaît ce soir plus seul que jamais. Jacques Abouchar et Paul Naon ont rencontré ce matin le président libanais qui leur a affirmé à nouveau qu'il ne démissionnerait pas. Nous écoutons M. Gemayel. Nous écoutons Jacques Amin Abouchar. Gemayel, c'est l'homme que l'on entend guère et que l'on voit peu. Pour arriver jusqu'à lui, nous avons franchi quelques parages militaires, mais rien de très impressionnant. Un seul blindé devant la grille extérieure, quelques chevaux de frise.
Des soldats plutôt détendus vérifiant notre matériel sans nervosité. De la part du président libanais, un accueil chaleureux dans son bureau de travail. Quelques meubles modernes et une baie vitrée en partie fracassée par un éclat d'obus. Pendant une partie de l'entretien, on entendait les départs des canons de l'armée et les rafales des mitrailleuses lourdes, ce qui n'empêchait pas Amin Gemayel de tenir un langage à la fois mesuré et optimiste quant à la suite des événements. Je suis, dit-il, le président de tous les Libanais. Je crois fermement au dialogue. La crise ne sera pas résolue par la force des armes. Démissionner, hors de question, ajoute le président. Un coup de chapeau en passant aux soldats français et aux marines américains. Pas l'ombre d'une critique contre la Syrie. Un éloge à l'armée libanaise malgré la perte de Beyrouth-Ouest. Bref, beaucoup de bons sentiments qui laissent d'autant plus perplexe dans le chaos actuel. Oui, vous pourrez suivre demain dans ce journal l'interview exclusive du président libanais, M. Gemayel, qui ne s'est pas exprimé officiellement sur une télévision occidentale depuis la reprise des combats et surtout depuis l'entrée dans la bataille des miliciens chiites. Le Liban, c'était l'un des thèmes abordés tout à l'heure par François Mitterrand dans l'émission 7 sur 7. Il a réaffirmé que les Français avaient des missions à remplir au Liban, mais avec certaines limites. Nous nous sommes adressés au Conseil de sécurité des Nations Unies, pas depuis 8 jours, contrairement à ce qui est répété. C'est une constante de la politique française. Nous estimons que le relais par les forces internationales des Nations Unies est une nécessité si l'on veut éviter qu'au Liban reprennent des massacres. Et nous l'avons dit depuis déjà 7 ou 8 mois. Nous sommes déjà intervenus plusieurs fois, et avec plus de force encore la semaine dernière. Parce que alors là, on apercevait que le drame allait s'accomplir. Je dois dire que ceux qui ont gagné la bataille de Beyrouth-Ouest autour des forces Amal et de M. Ribéry se comportent avec un très grand sens des responsabilités, sont en relation avec le commandement français. Il existe à l'heure actuelle, je peux le dire, une relation de caractère cordial. Je suis moi-même resté constamment en relation épistolaire et parfois téléphonique avec tous les chefs de tendance. J'étais en correspondance avec Walid Jumblat, que j'avais convié à venir à Paris récemment, et ainsi que les dirigeants chiites. Je veux dire par là que tout en étant tout à fait loyaux avec le président légitime, qui est Amin Gemayel, dont la situation est naturellement très compromise, mais enfin on ne sait pas ce qui va se passer, tout en étant très loyaux avec lui, nous avons toujours voulu que l'on sache au Liban que nous n'y avions pas d'ennemis, et que pour nous les Libanais, c'était tous les habitants de ce pays, qu'ils fussent chrétiens ou qu'ils fussent musulmans, d'une secte chrétienne, et il y en a beaucoup, ou d'une secte musulmane, et il y en a encore beaucoup d'autres. Là encore, j'en aurais fini, comme je l'ai dit pour le Tchad, après tout, la solution de ces problèmes, c'est l'affaire des Libanais, comme c'est l'affaire là-bas des Tchadiens, le jour où cela sera possible. L'intention d'y rester, déjà, les 3 autres contingents ont reçu l'ordre de partir. Je n'ai pas donné cet ordre aux contingents français, mais je me tiens prêt. Aider nos ressortissants, assurer leur sécurité, hâter la décision du Conseil de sécurité, et si possible hâter le moment où les véritables responsables d'opinion du Liban auront eu la sagesse de s'entendre sur une solution nouvelle. Alors, nous aurons fait ce que nous devions faire. Et naturellement, je n'exposerai pas la vie de nos soldats qui méritent eux aussi d'être aidés au-delà de la nécessité. Le Liban, ce n'était pas le seul thème abordé par le chef de l'État. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Paul Amar, qui suit actuellement l'intervention de François Mitterrand, une intervention qui n'est toujours pas terminée. Le reste de l'actualité à l'étranger avec une nouvelle escalade dans la guerre qui oppose l'Irak et l'Iran. 3 villes irakiennes ont été aujourd'hui les cibles de l'artillerie de Téhéran, tandis que Bagdad bombardait les cités d'Abadan et de Khorramshahr. Je vous rappelle que cette guerre aurait déjà fait plus de 200 000 morts. À Moscou, les délégations poursuivaient aujourd'hui leur défilé devant le cercueil de Yuri Andropov alors que la capitale soviétique était à peu près déserte. Les débits de boissons et les cinémas étaient par exemple fermés en signe de deuil. Le plénum du comité central devrait se réunir demain pour désigner le successeur de M. Andropov. C'est du moins ce qu'estiment les diplomates occidentaux en poste à Moscou. Par ailleurs, en marge des obsèques, le président Reagan s'est déclaré prêt à rencontrer le prochain numéro 1 soviétique.
La Maison-Blanche a toutefois précisé que le vice-président Bush, qui représentera l'Amérique aux funérailles de Yuri Andropov, M. Bush n'est pas chargé pour le moment d'organiser un sommet entre les dirigeants soviétiques et américains. En France, M. Claude Popren, qui est membre du comité central du Parti communiste, a comparé aujourd'hui la présence de l'Union soviétique en Afghanistan à celle de la France au Tchad. Dans les deux cas, a-t-il dit, les deux pays ont été amenés à envoyer des troupes par les gouvernements qui sont en place. C'était donc une citation de M. Popren. Deux libérations qui vont faire un certain bruit ont été annoncées aujourd'hui. Elles nous rappellent les moments les plus noirs de la dernière guerre, puisque ce sont deux tortionnaires français qui ont été remis en liberté à la fin de l'année dernière, mais nous ne l'avons appris que cet après-midi. Jean Barbier et Jacques Vasseur avaient tous deux été condamnés à mort, mais leur peine avait été commuée en 1965 et 1966 par le général de Gaulle. Ils avaient alors été condamnés à perpétuité. Par la suite, cette même peine avait été réduite à 20 ans, et c'est après avoir purgé cette sentence qu'ils ont été remis en liberté, donc à la fin de l'année 1983. La semaine sociale qui commence demain est placée sous le signe de la contestation, quelques jours après l'annonce du plan de restructuration du gouvernement. Grèves et manifestations vont toucher les secteurs de la fonction publique, de la métallurgie et des charbonnages. Des manifestations qui interviennent alors que deux des principaux constructeurs automobiles français s'apprêtent à annoncer de nouvelles réductions d'effectifs. Christian Marimono. Une semaine marquée par les problèmes de l'automobile. Citroën devra annoncer lundi plusieurs milliers de suppressions d'emplois au cours de ce comité central d'entreprise par le biais des pré-retraites. Renault réunira en fin de semaine le sien pour présenter également un projet d'allègement de ses effectifs. Le chiffre le plus fréquemment avancé est celui de 10 000. Semaine également clé pour les charbonnages. Le Premier ministre Pierre Mauroy recevra jeudi les fédérations des mineurs. Et vendredi, les charbonnages de France évoqueront la baisse des effectifs et une réduction de la production. Vendredi donc. Côté fonctionnaires, un rendez-vous était prévu avec Anicet Le Pors. Il est ajourné. Le problème de leur salaire ne sera donc pas encore réglé. Enfin, plusieurs mouvements de grève sont prévus. 24 heures de grève à l'appel des syndicats des mineurs lundi à Metz. Les métallurgistes annoncent eux une journée d'action mercredi. Enfin, jeudi, ce seront les syndicats des fonctionnaires qui appelleront dans le désordre à un mouvement de grève pour le maintien du pouvoir d'achat. Julio Cortázar est mort aujourd'hui à l'âge de 69 ans. Argentin d'origine, naturalisé français il y a 3 ans, Julio Cortázar était considéré comme l'un des plus grands écrivains latino-américains contemporains. On lui doit de nombreuses nouvelles fantastiques et de très beaux romans tels que Le Tour du jour en 80 secondes ou encore Le Livre de Manuel pour lequel il avait obtenu le prix Médicis en 1974. Le sport maintenant avec pour commencer l'enduro du Touquet. C'est le Hollandais Van der Ven qui l'a emporté pour la 3e fois. Il n'y a donc pas eu de surprise dans cette course dominée par les professionnels et qui rassemble 1 millier de motards. L'enduro du Touquet, c'est un peu la fête de la moto, d'autant qu'il faisait beau, très beau aujourd'hui sur la plage du Touquet, ce qui fait dire à Henri Bodiguel que le soleil avait rendez-vous avec la dune. Il suffit d'une marée qui se retire pour en laisser partir une autre, et l'enduro du Touquet ne serait sans doute jamais devenu ce qu'il est sans cette image, insolite il y a 10 ans mais traditionnelle aujourd'hui, sans cette image d'un millier de motards déchaînés s'engouffrant à plus de 100 km à l'heure dans les dunes du Touquet. Tout est prévu d'ailleurs pour faire de cet enduro un spectacle. Les têtes d'affiche s'appellent Gaston Rayet, plusieurs fois champion du monde de cross, mais surtout récent vainqueur du Paris-Dakar Moto, André Malherbe ou Jobé, eux aussi champions du monde de cross, comme quoi d'ailleurs un enduro peut très bien cacher un cross. Ils sont 1000 au départ, mais il est bien évident qu'ils ne sont plus 1000 à l'arrivée. Pour les malchanceux ou pour les maladroits qui sont à la peine de boulets en bouchon, et on sait que les embouteillages sont nombreux sur le parcours, il restera toujours la satisfaction de pouvoir raconter plus tard « j'y étais ». Mais pour le Hollandais Kees Van der Ven sur KTM, qui précède le Belge André Malherbe de 12 minutes, et c'est beaucoup, il y aura surtout la fierté de pouvoir dire « je l'ai gagné 3 fois ». La neige, toujours la neige à Sarajevo, la ville yougoslave est proprement enfouie sous les flocons et les épreuves de ski alpin ont été une nouvelle fois reportées. La météo ne promet pas d'amélioration dans les jours qui viennent et l'on évoque officieusement ce soir l'hypothèse d'une prolongation de ces Jeux olympiques d'hiver. Henri Bodiguel. Apparemment, nous avons un petit problème. Voilà les images de Sarajevo. Un vent qui souffle en rafale à plus de 130 km/h en haut des pistes depuis plusieurs jours, la neige balayée en tourmente qui limite la visibilité à quelques mètres seulement,
Voilà au moins 2 raisons dont les conséquences font qu'on a l'impression finalement que les Jeux ne sont pas encore vraiment commencés. En fait, il se passe tous les jours quelque chose à Sarajevo et les épreuves de patinage, de luge, bobsleigh, ski de fond ou biathlon se déroulent normalement sans que les mauvaises conditions météo viennent en contrarier le déroulement. Seulement, et c'est là l'ennui parce qu'il s'agit des épreuves les plus prestigieuses, les compétitions de ski alpin, descentes et slalom sont-elles reportées de jour en jour. Il n'est pas possible en effet aux compétiteurs de laisser les compétiteurs débouler des pistes sans qu'on puisse leur garantir un minimum de visibilité. Question de sécurité pour le moins évidente. Il n'est pas question pour l'instant de prolonger les Jeux. Les organisateurs estiment avoir encore suffisamment de possibilités dans leur calendrier pour pouvoir terminer à temps. On ignore en revanche comment les concurrents font pour encaisser ces délais successifs, surtout sur le plan nerveux. Et les plus fragiles ou les plus menacés seront sans doute heureux d'apprendre que dès demain devrait se disputer le slalom géant dames et mardi le slalom géant messieurs, en principe bien sûr. En attendant, s'est disputée aujourd'hui la finale du saut au tremplin de 70 mètres. Jens Weissflog est devenu cet après-midi le plus jeune champion olympique de tous les temps dans cette discipline. Weissflog n'a en effet que 19 ans et ce jeune Allemand de l'Est s'est imposé après 2 bonds à 87 et 88 mètres. Comme prévu, ce sont les Audi Quattro qui ont largement dominé le rallye de Suède et Stig Blomqvist, le vainqueur, en a profité pour remporter un 7e succès dans cette épreuve qu'il connaît bien puisqu'il est lui-même suédois. 2e également sur Audi Quattro, Michel Mouton et Fabrizia Pons. C'est la première fois qu'un équipage non scandinave termine aussi bien placé dans cette épreuve très particulière. Voilà, nous revenons à la politique maintenant avec les déclarations de François Mitterrand dans l'émission 7 sur 7 et Paul Amar qui me rejoint à l'instant sur ce studio. Paul Amar, vous avez suivi les déclarations de François Mitterrand? Écoutez, je viens de suivre effectivement l'intervention de François Mitterrand. Absolument. J'ai écouté François Mitterrand pendant près d'1h15. Il est, comme vous l'imaginez, très difficile de résumer en quelques mots ce que le président de la République a dit pendant 1h15. Je crois que vous avez passé un premier extrait sur le Liban où François Mitterrand a été relativement prudent. Nous n'avons pas l'intention de partir, a-t-il dit, mais tout de même, il a précisé qu'il tenait compte de l'intervention éventuelle de l'ONU, qu'il souhaitait l'intervention de l'ONU pour éventuellement demander aux troupes françaises de partir. Sur le Tchad, François Mitterrand a été ferme. Nous avons le devoir de rester. L'Afrique noire a lancé un appel, elle ne voulait pas de cet allié, de ce voisin libyen encombrant. Nous avons eu raison d'intervenir. Sur les relations avec l'Union soviétique, François Mitterrand a précisé qu'il faudra aller vers le dialogue. La France fera tout pour cela. Sur les problèmes d'économie et de politique intérieure, François Mitterrand a voulu être vibrant sur les restructurations industrielles. Il a voulu convaincre tous ceux qui doutaient, y compris à gauche. Nous allons réussir, nous devons réussir, mais pour cela, il faut moderniser. Enfin, sur la politique intérieure, François Mitterrand n'a pas voulu se mêler des querelles politiques, c'est le mot qu'il a employé, et n'a pas l'intention de répondre à Jacques Chirac qui lui avait demandé d'intervenir pour mettre fin à ces querelles. Je vous propose d'écouter un extrait du président de la République sur ce point très précis. Personne, à vrai dire, ne m'entraînera dans des querelles partisanes. Beaucoup cherchent naturellement à m'y mêler. Mais moi je ne le veux pas. Je compte mener à bien la politique dont je suis responsable, qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je veux aussi que sur l'essentiel, la défense, les grandes lignes de politique extérieure, peut-être aussi, du moins je l'espère, la défense des libertés fondamentales. Enfin, la justice sociale. Alors là, je voudrais vraiment rassembler les Français. Alors je ne vais pas me mêler de ces querelles, elles ne sont pas de mon domaine. Et je ne voudrais pas qu'on essaie de faire l'amalgame entre ces choses. Moi, je ne m'en suis jamais pris aux personnes. J'ai été pendant longtemps dans l'opposition, on le sait. J'avais souvent la dent dure, mais je ne m'en suis jamais pris aux personnes. Et je déplore que les passions qui s'avivent aujourd'hui n'épargnent plus rien et offrent à l'opinion publique un spectacle contestable, pour le moins.
Voilà, Marc, quel était le ton général de cette intervention? À l'image de cet extrait que vous venez d'entendre, relativement serein, relativement calme. Sur la politique étrangère et sur l'économie, François Mitterrand a voulu montrer qu'il maîtrisait les affaires et qu'il entendait poursuivre la même politique contre vents et marées. Exemple, le Liban et le Tchad. Exemple, les restructurations industrielles malgré le scepticisme du Parti communiste ou des syndicats. Sur la politique intérieure, François Mitterrand s'est voulu habile, il a voulu au contraire là montrer qu'il prenait de la hauteur, qu'il prenait du recul, et cet exemple est assez révélateur. Il y a un autre exemple, nous entendrons sans doute cet extrait dans notre journal de 23 heures, sur les avions renifleurs. À la question posée par l'un de nos confrères, François Mitterrand a répondu, c'est la Direction générale des impôts qui a découvert l'anomalie. C'est Pierre Mauroy, le Premier ministre, qui m'a demandé éventuellement s'il pouvait avoir l'autorisation de publier le rapport remis par Raymond Barre. Donc sur les affaires ou sur le débat politique très violent ces derniers temps, François Mitterrand a voulu montrer qu'il prenait, je vous le disais, de la hauteur parce qu'il souhaite rassembler les Français. Il s'est adressé aussi bien aux ouvriers qu'aux patrons. Il a voulu rassembler, c'est le pari qu'il fait, qu'il continue de faire. Réussira-t-il? Pas de réponse pour l'instant. Merci Paul pour ces précisions à propos de cette intervention qui vient tout juste de se terminer donc. Tout autre chose, maintenant, il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes. C'était le dernier avant la réouverture d'Auteuil. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 14 et le 12, ce qui rapporte dans l'ordre et pour 5 francs 2143 francs et 50 centimes. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 372 francs et 50 centimes, le 10, le 14 et le 12. Un voyage au pays de la nostalgie, maintenant avec le 9e salon Rétromobile qui se tient jusqu'au 19 février, porte de Versailles. C'est le plus grand salon de la voiture ancienne et je crois même que c'est le seul de ce type. On y trouve les plus beaux modèles de l'histoire de l'automobile, car si les voitures de collection sont devenues un marché, elles portent toujours en elles une part de rêve. Le reportage de Thierry Calmette et Pascal Peuillot. Comment résister à l'attrait de ces courbes ? Ces rondeurs appellent la main pour les flatter. Voiture d'homme, construite par des hommes. Aujourd'hui, l'amateur est frustré. Les véhicules sont anguleux, carrés, fonctionnels. Alors les passionnés de tous âges viennent ici rêver à une époque où les automobiles, c'était vraiment du travail d'artiste. Quand vous regardez une voiture ancienne, l'œil s'accroche toujours sur un travail manuel qui a été fait. Vous avez d'abord la voiture en elle-même, les ailes ont été faites par des tauliers formeurs, le moteur a été réglé à la main avec des essayeurs qui partaient sur la route, qui réglaient le moteur, qui revenaient à l'usine, qui fignolaient le réglage. Autour de moi gravite un nombre de collectionneurs très modestes qui sont des garçons qui ont acheté des voitures en très mauvais état, qui ont passé des heures, souvent même aidés de leurs femmes, à les restaurer, à les remettre en état. Et croyez-moi, ce plaisir ne leur a pas coûté plus cher que d'aller faire un sport quelconque. La chasse à l'accessoire, rarissime et indispensable, devient aussi un sport parfois épuisant. Car la voiture de rêve doit être authentique, impeccable. Et ensuite, à quoi rêve un amateur qui possède déjà 15 voitures? Il y en avoir beaucoup plus encore. C'est le nombre qui importe? Oui, le nombre et la qualité quand même, mais c'est de pouvoir s'en servir, de les avoir et de les sauver un petit peu. Quand on en trouve une, on est content de l'avoir et de se dire que bon, elle va continuer de rouler, et qu'elle est là et qu'il y a 30 ans qu'elle sert et que ça va continuer. Alors certaines roulent, d'autres pas. En 1937, 640 chevaux pour un seul homme. Et du rêve plein les yeux pour tous les autres. Un Tarzan, une tigresse, quelques chiens et un régime de bananes, mais pas de raton laveur, c'est le Paris branché que nous présente maintenant Jean-Jacques Dufour. Un Paris avec moins de touristes, mais avec plus de trouvailles. Et en prime, le mode d'emploi. En fouinant un peu dans Paris, vous pouvez découvrir des images et des bruits insolites. Ainsi, ces artistes grimés. Ils travaillent pour une société qui a imaginé de remplacer lettres, coups de téléphone et télégrammes par des messagers vivants.
un nouveau moyen de communication importé des États-Unis. Vous pourrez désormais personnaliser vos messages pour une somme qui varie de 450 à 1200 francs en fonction de l'importance du maquillage. Faites votre prochaine déclaration d'amour par l'intermédiaire de Dracula, d'un chevalier, d'un espion, d'un extraterrestre, d'une Wonder Woman, d'une panthère ou bien de Tarzan. Étonnante aussi cette soirée au bain-douche, une fête où on ne pouvait être admis qu'accompagné de son chien. Certaines bêtes étaient belles et vice-versa. Comme toujours dans les boîtes de nuit, d'arrogants clébards pleins de poils frimés, tandis que de petites bêtes timides s'interrogeaient sur leur degré de séduction ou dansaient mollement, comme si elles en avaient plein les pattes. Au grand bal de la race canine, toutes les races ou presque étaient représentées. Certains critiquèrent sévèrement le look des voisins. Que voulez-vous, on a parfois la dent dure. Dans un autre genre, chez le coiffeur le plus rock de Paris, la tendance est à la brosse, genre fourcade. Comme la politique, la mode change, un jour long, un jour court. Voilà la coupe GI, améliorée iroquoise à la demande express d'un client punk. Même les clients ont l'air songeurs. La coiffure, une façon de se démarquer, d'exprimer sa personnalité, de ne ressembler à personne d'autre. Parfois, à Paris, la réalité dépasse la fiction. Allez la faire, celle-là. Des milliers d'oiseaux se sont échoués ces derniers jours sur les plages de Bretagne, victimes le plus souvent de la marée noire. Des oiseaux donc, mais aussi des phoques, ce qui est beaucoup plus rare. Le mazout dégazé par les navires profitant de la tempête serait à l'origine de ce que les spécialistes considèrent comme une petite catastrophe écologique. Au même moment, on commence à avoir une idée de ce qui cause la mort, jusque-là mystérieuse, des mouettes tombées par milliers, là encore, ces derniers jours, sur les plages françaises. Jean-Marc Dubois. On sait maintenant de quoi sont mortes 30 000 mouettes tridactyles, de faim et d'angoisse. Pendant 3 semaines, la tempête a soufflé en mer. Des bourrasques tellement violentes que les oiseaux ne trouvaient plus à se nourrir. Les chalutiers ne sortant pas en mer, pas question non plus de grappiller quelques poissons dans les filets. 3 semaines sans manger, alors que les mouettes étaient déjà affaiblies par leur migration depuis le Groenland. Résultat, une mouette en bonne santé pèse environ 400 grammes. Celle ramassée sur les plages ne pesait même pas 300 grammes. C'est comme si vous perdiez 1 kilo par jour pendant 3 semaines. Et cette faim a provoqué chez les mouettes une sorte de stress, l'angoisse de mourir de faim, comme chez les humains. Toutes les mouettes autopsiées présentaient les mêmes symptômes, hémorragie très localisée dans le gésier, ce qui chez l'homme correspond exactement à un ulcère à l'estomac. Aujourd'hui, la tempête s'est apaisée. Les mouettes ont pu se nourrir et la mortalité régresse rapidement. Alors fini le stress et les angoisses, et bonjour la vie. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et toujours des avalanches. Et oui, après les animaux, les hommes sont touchés aussi par le mauvais temps. Ce soir, nous pouvons dresser un premier bilan donc de ces avalanches qui sévissent depuis une semaine sur l'Europe. Elles ont fait jusqu'à ce jour 21 morts, 12 en Autriche, 9 en Suisse. En France, il y a eu également des accidents mortels, mais vous savez que depuis 2 jours, nous sommes protégés par un anticyclone qui nous ramène de l'air stable. Il n'y a plus de précipitations. Alors, les risques d'avalanche demeurent, mais diminuent au fil des jours. En fait,
L'espoir nous vient du froid. Regardez la photo satellite. Hier, l'anticyclone était situé sur les îles britanniques. Aujourd'hui, il frôlait la Scandinavie, car dans l'hémisphère nord, l'anticyclone se décale toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et c'est la raison aussi pour laquelle il nous ramène ces vents d'est beaucoup plus froids. Résultat, notre carte est extrêmement simple pour demain. C'est du beau temps partout, avec très peu de nuages. Cette absence de nuages favorise le rafraîchissement nocturne, jusqu'à moins 7 degrés dans le nord-est cette nuit, et de moins 3 à moins 5 degrés partout ailleurs. Cette même absence de nuages favorise le réchauffement de l'air rapide dans la journée, puisque vers 15 h, nous irons de 2 à 7 degrés sur la moitié nord et de 3 à 10 degrés sur la moitié sud. Nous serons demain, le lundi 13 février, le soleil se lèvera à 8h03, se couchera à 18h07 et les Béatrices nous donneront 9 minutes de soleil en plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité vers 23h10 avec Jacques Segui. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2.